je trouve que ça crée de la richesse. Eh bien, il est 18 heures, c'est parfait. Bonsoir à tous. Vous êtes déjà bien nombreux sur cette tribune. Donc, bienvenue dans cette tribune organisée par IFOCOP qui a pour objectif de donner la parole à l'un de nos formateurs experts métiers pour valoriser son expertise lorsqu'il a écrit un ouvrage, mais aussi pour permettre aux professionnels que vous êtes eh bien, d'aller plus loin dans vos apprentissages et dans vos compétences. Alors ce soir, le thème, c'est le marketing digital. Je ne vais pas oublier de faire passer mon slide. Voilà, marketing digital. Vous savez que la transformation numérique a impacté vraiment complètement le fonctionnement de notre société, qu'elle impacte nos métiers, nos modes de vie, nos modes de consommation. Et bien sûr, le client change. Et si le client change, le marketing s'adapte. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Arthur de Montmarin, que je connais depuis longtemps, pour son deuxième ouvrage, Le marketing digital, qui nous décode la terminologie, les leviers, les conseils pour réussir des campagnes marketing digital réussies. Alors, je pense que vous avez tous ce soir, je l'espère, un petit peu de notion de marketing, parce que ça aidera, je pense, à comprendre le sujet. Mais sinon, Arthur, je pense, sera extrêmement clair sur ce qu'il va nous présenter. Donc, avant de passer la parole à Arthur, je voulais juste vous rappeler que nous sommes ensemble pendant 1 heure. 1 heure, c'est long, mais c'est court aussi. Et comme vous êtes relativement nombreux, on va poser les questions via le chat et je les relayerai à Arthur. Je vous le promets, je relayerai vos questions. Je vous informe aussi que cette classe est enregistrée. Alors, j'ai oublié de faire passer le PowerPoint, hein, c'est comme d'habitude. Donc voilà l'ouvrage, le marketing digital, mais on vous repassera le lien dans le chat. Et donc l'organisation de cette conférence, donc on est ensemble pendant 1 heure, la classe est enregistrée, vous coupez vos micros, vous posez vos questions via le chat et à la fin, 5 petites questions pour un quiz vous permettant de gagner un ouvrage dédicacé. Et vous pouvez vous rendre dès maintenant sur kahoot.it, sur l'application avec votre smartphone, et le code du jeu, c'est 824 446. Alors, Arthur, ça va être à toi. Déjà, est-ce Bonsoir. que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer pourquoi tu as écrit cet ouvrage, ce deuxième ouvrage en fait? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Pour me présenter, je suis Arthur de Montmarin, je suis marketeur, je pense qu'on peut le définir comme ça. Depuis 15 ans, je m'intéresse à ce domaine et je pratique surtout dans ce domaine. En fait, pour résumer un petit peu mon parcours, moi j'ai dès mes premières expériences travaillé en marketing après mon école de commerce. En marketing grande consommation au départ. Donc, j'ai travaillé pour des marques que vous connaissez et que vous avez probablement dans vos placards, donc Kellogg's, Kiri, Mm, Yop. mm, J'ai eu la chance de travailler pour ces marques en tant que chef de produit. Un chef de produit, c'est quelqu'un qui gère le mix marketing de ces marques, c'est-à-dire les 4 leviers, produits, prix, consommation et distribution de ces marques pour permettre leur développement. Et après ces premières expériences, j'ai voulu transmettre, c'est ma deuxième passion. C'est la formation. J'ai commencé à l'IFOCOP en tant que formateur, donc je forme depuis quasiment 10 ans en centre, en formation présentielle ou en distanciel. Et puis j'interviens également dans d'autres écoles. Et j'ai créé un organisme de soutien scolaire efficace qui permet aux enfants de travailler moins en travaillant mieux grâce à de bonnes méthodes de travail qui s'appelle Le Bon Binôme, qui est présent à Paris et à Lyon. Et je m'occupe évidemment de la partie notamment marketing de, de cet organisme. Et pour répondre à votre question, Cécile, pourquoi ce livre? Bon, j'ai ces deux cordes à mon arc, c'est-à-dire la partie formation et la partie marketing, qui sont mes deux passions. mm, Et en fait, c'est parti de 3 constats. Euh, le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur le marketing digital. C'est-à-dire qu'au détour de n'importe quel moteur de recherche sur Google, on peut trouver énormément d'informations, de blogs, de vidéos, certaines très bien faites. Et donc, on a beaucoup d'informations. Mais la grande question, c'est comment l'utiliser. Donc, on a beaucoup d'informations, mais comment la rendre pratique. Euh, le, le, ce qui est pas évident, parce que justement, on en a parfois trop, on ne sait pas forcément si
la source est fiable, si c'est applicable à notre secteur, c'est applicable au stade de maturité de notre entreprise dans lequel on travaille ou qu'on est en train de créer. Le deuxième point, c'est que c'est en apparence facile. Parce que on a tout en fait à portée de main depuis notre ordinateur. Il y a beaucoup de barrières qui sont affaissées, barrières qui pouvaient empêcher à quelqu'un de mener des opérations marketing, qui sont affaissées parce qu'on peut utiliser énormément d'outils qui sont parfois même gratuits pour des créations de visuels, pour la diffusion de contenu, etc. Mais on ne sait pas forcément comment commencer, quelle méthode utiliser pour se lancer avec efficacité. Et le dernier point, c'est la partie technique, parce que qui dit marketing digital dit technique. Et quand on est face à l'algorithme de Google ou l'algorithme de Facebook, on est parfois un petit peu désemparé, parce que comment savoir en fait ce qui va faire que mon site va être positionné en première place ou en 10e place ou en 30e place sur un mot-clé. Comment est-ce que on va comprendre que euh, comment Facebook va fonctionner pour dire que mon post a de l'intérêt et qui va le diffuser à des personnes sur le réseau social. Ça, c'est quelque chose qui est très technique et donc qui nécessite d'être expliqué. Et c'est ce que je fais dans ce livre. Et en fait, ce livre, il résume euh, deux éléments, en fait, deux grandes parties, c'est-à-dire qu'il fait un tour d'horizon des techniques et méthodes d'acquisition de trafic, c'est-à-dire comment faire pour que du trafic arrive sur un site internet ou sur un réseau social. Et ensuite, pour le convertir, c'est-à-dire convertir en prospect puis en client ses visiteurs. Voilà D'accord. voilà. Et pourquoi le marketing digital est-il si différent du marketing traditionnel? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, il y a des similarités, mais il y a également une rupture, c'est-à-dire que c'est un marketing qui est rapide, qui est précis et qui est performant, le marketing digital. Euh, Au cœur de cette différence, c'est que on a de la data, une donnée qui est extrêmement précise grâce au marketing digital. On va pouvoir suivre les interactions, les visites d'un site internet, les conversions, les interactions qu'ont les visiteurs sur un site internet, par exemple, ou sur une publication sociale d'un réseau social, etc. Et donc, grâce à cette data, on va pouvoir vraiment piloter nos campagnes de manière complètement différente de campagnes traditionnelles. Moi, les premières campagnes marketing que j'ai touchées du doigt il y a une quinzaine d'années, des campagnes par exemple de publicité télé, euh, la campagne était lancée avec des énormes budgets de diffusion, Mm. mais derrière, pour calculer précisément ce que ça avait amené comme augmentation des ventes sur nos produits, c'était quelque chose qui était Mm. relativement compliqué. Et donc, là, l'intérêt du marketing digital, c'est que c'est un marketing qu'on appelle un marketing héroïste, donc qui permet le retour sur investissement, de mesurer surtout le retour sur investissement sur des actions très précises, avec des retours très précis. Et, pour développer un petit peu ça, je pense il y a quelques, quelques critères qui ont changé, quelques variables qui ont changé entre le marketing dit traditionnel et le marketing digital. C'est on a un marketing qui est, par exemple, plus conversationnel. Avant, on était dans un marketing qui était plutôt un marketing de discours, c'est-à-dire qu'une marque prend la parole, diffuse une Mm. publicité, diffuse un message publicitaire à destination d'un public. Et la conversation s'arrête là, en fait, il n'y a pas de conversation. Le marketing digital permet la conversation, vous le vivez tous les jours sur les réseaux sociaux. On va avoir un dialogue qui se crée et une marque va diffuser un message, mais vous, en tant que consommateur, vous allez pouvoir répondre à ce message et donner votre avis à ce message. Donc c'est formidable, il y a une prise de pouvoir en fait du consommateur qui est complètement différente grâce au digital. Donc ça, c'est un premier point de différenciation. On l'a dit, en fait, l'utilisateur, vous et moi, on va être un peu plus au centre de cette relation et on va participer à la création de la marque. C'est-à-dire que une marque, elle vit aussi par le contenu que créent les utilisateurs. Lorsque vous mettez un avis sur Google ou sur Avis Vérifié ou sur n'importe quel autre site, vous participez à la création positive ou négative de l'image Mm. d'une marque. Donc ça, c'est un point qui est très important. Lié à ça, on a la notion de transparence, c'est que par conséquent, les annonceurs
les personnes qui vont diffuser des messages, les entreprises, les organisations qui vont diffuser des messages, vont devoir faire preuve de transparence et de cohérence. C'est-à-dire que ce qu'ils annoncent, ça ne peut pas être trop différent de la réalité. Il y a des retours de flammes, sinon, qui sont très puissants. On a vu quelques scandales il y a quelques années, par exemple, sur Balance ta startup, qui était un phénomène où, en fait, il y avait une différence totale entre ce que communiquait l'entreprise et ce qu'était réellement l'entreprise dans ses valeurs. Et ça, avec le digital, en fait, c'est de moins en moins possible. Donc, on va vers de la transparence. Et les deux derniers points sur lesquels je voudrais appuyer pour évoquer le marketing digital, c'est la quantité de données. On a une quantité de données produites qui est phénoménale. Il y a une étude qui avait été menée en 2019 qui disait que 90% de la donnée existante en 2019 avait été créée dans les 2 dernières années, c'est-à-dire de la donnée existante dans le monde. Donc, c'est-à-dire on a une explosion de la donnée, on a des contenus qui sont énormes. Je crois il y a plus d'un milliard de sites Internet sur la planète, donc 1 pour 6 habitants. Donc, il y a énormément d'informations et la complexité, je l'évoquais au départ, c'est voilà, de savoir comment l'utiliser efficacement. Et le dernier point qui est essentiel pour vous qui vous intéressez au marketing digital, c'est le comportement du consommateur. Et vous le vivez au quotidien. On est habitué à 3 choses: la rapidité, l'exhaustivité et la gratuité. C'est-à-dire que on est vraiment habitué à avoir une information gratuite, immédiatement, et exhaustive, c'est-à-dire intégrale. Aujourd'hui, vous cherchez une information sur un produit, vous cherchez une information sur un voyage, sur un pays, vous vous attendez à avoir l'information gratuite, alors qu'elle est fournie par quelqu'un qui paye pour la diffuser, mais on est habitué à ça. Et donc, faire du marketing digital, c'est comprendre ça et arriver justement à jouer avec ces contraintes pour bien comprendre ces contraintes pour amener le consommateur finalement à quand même payer un jour le produit. Voilà. Ok. Quelles sont pour toi les étapes à suivre pour mener une campagne de marketing digital? Euh, alors, il y a pas mal de similitudes avec des campagnes de marketing classiques. Vous allez voir qu'il y a une structure qui est assez identique. Et puis, quelques particularités, évidemment, liées au marketing digital. Donc, la première chose qui est parfois oubliée, c'est de définir un objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec cette campagne de marketing digital, en l'occurrence, que je veux lancer. L'objectif, il peut être multiple. Ça peut être un objectif de notoriété, par exemple. Je veux faire connaître ma marque. Je veux faire connaître mon entreprise, mon association. Ça peut être un objectif de vente. Je veux vendre de tels produits. Je veux vendre telle quantité de produits. Une fois qu'on a défini cet objectif, qui soit un objectif bien sûr bien défini, je pense que ceux qui ont déjà un peu travaillé dans les fonctions commerciales connaissent le fameux objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. C'est quelque chose qui permet vraiment de cadrer sa pensée et de définir vraiment une fenêtre précise avant de se lancer dans la campagne. Parce que comme j'ai dit, en digital, on a énormément de possibilités. Et le fait de cadrer vraiment un objectif précis en disant, voilà, qu'est-ce que je veux faire avec cette campagne, ça va me permettre d'orienter mes choix derrière. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment fondamentale. La deuxième chose, c'est de définir ma cible, à qui est-ce que je veux m'adresser, sachant qu'il y a un écueil classique qui est de vouloir s'adresser à tout le monde ou au maximum de personnes. Or, la cible, c'est très différent des consommateurs potentiels. Cibler quelqu'un, cibler une partie de la population, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de nous consommer. Ça veut dire que c'est le groupe de personnes à qui je vais m'adresser et que je pense va le mieux transformer, et le plus probable, va le plus probablement se transformer en client pour moi. Donc la deuxième étape, c'est ça, donc définir un objectif, définir une cible. Et ensuite, c'est là qu'on rentre dans des choses plus spécifiques au marketing digital. On a ce qu'on appelle il y a beaucoup d'anglicismes, mais un funnel, mais un entonnoir en fait de conversion qu'on schématise en 3 étapes. Cet entonnoir, la première, c'est le haut de tunnel, c'est-à-dire attirer des visiteurs, du trafic. Le deuxième, c'est de convertir en prospect, c'est-à-dire faire en sorte que les visiteurs, par exemple, d'un site Internet, commencent à interagir avec vous
Par exemple, lorsque vous allez sur un site, que vous le trouvez intéressant et que vous demandez à télécharger un livre blanc ou à vous inscrire à une newsletter et que vous mettez votre email, bah, vous mettez le doigt dans l'engrenage et vous devenez un prospect en fait pour l'entreprise. Et enfin, le bas du tunnel, qui est évidemment le fait de devenir client. Et en fait, c'est ces trois étapes-là qu'il faut définir, c'est-à-dire bah, comment est-ce que vous faites pour attirer du trafic, comment est-ce que une fois que le trafic est là, vous allez faire pour le convertir en prospect, faire en sorte que le visiteur vous donne une information sur lui en échange d'autre chose, et comment vous le transformez en client. Et étape importante qui est parfois oubliée trop, bien sûr, de fidéliser, c'est-à-dire les anciens clients, de faire en sorte que les anciens clients reviennent, parce qu'un ancien client qu'on réactive ou qu'on fidélise va coûter 5 fois moins cher qu'un client un nouveau client qu'on va devoir aller chercher. Mm. Donc, définir des objectifs, définir une cible, définir les étapes de son funnel. Et ensuite, c'est les étapes que j'ai citées en introduction. Ben, c'est effectivement définir comment j'acquiers mon trafic, comment est-ce que je fais venir des gens sur mon site, et ensuite comment je les convertis. Euh, pour entrer un petit peu plus dans le détail de ça, pour générer du trafic sur un site ou sur un réseau social, ou même un événement dans la vie physique, même si on utilise le marketing digital pour le faire, on a deux grandes stratégies qui sont les stratégies d'inbound marketing ou d'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est le marketing classique que vous connaissez, c'est-à-dire on va par exemple lancer une publicité à la télé qui va finalement interrompre le spectateur dans une autre activité. Il est en train de regarder un film ou un documentaire, et puis il va recevoir l'information à un moment qu'il n'a pas choisi. Et puis, petit à petit, il va se dire, ah, tiens, ce produit va lui rentrer en tête, et le jour où ça correspondra à un besoin dans sa vie, il pourra le consommer. C'est par exemple des publicités que vous avez sur Internet, euh, de manière un petit peu classique, des bannières qui vous interrompent dans votre navigation. Donc ça, c'est l'outbound. Et puis, en face, on a l'inbound marketing. J'ai vu qu'il y avait une demande, je pourrais écrire ces deux termes. Et l'inbound marketing, c'est un peu la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le consommateur vienne de lui-même vers la société. C'est-à-dire qu'il se rapproche de lui-même de mon produit. C'est un peu la différence entre, pour utiliser une image un peu parlante, entre la chasse et la pêche. Est-ce que je vais chasser des clients ou est-ce que je pêche en attendant qu'ils soient appâtés par quelque chose? Alors, appâtés par quelque chose, très concrètement, par exemple, vous avez euh, vous êtes un prestataire qui fournit de l'énergie. Euh, Imaginez que vous pouvez, par exemple, proposer des contenus qui, comme on sait, les changements de fournisseurs d'énergie se font souvent lors de déménagements. Et donc, ce fournisseur d'énergie peut publier un article qui explique comment choisir un prestataire pour un déménagement. Puis, une fois que on a vu que le visiteur s'est intéressé à ce contenu, lui proposer un contenu qui lui propose par exemple, s'il va changer d'adresse, de pouvoir changer de fournisseur. Là, vous voyez on est parti en fait, de la vie de l'individu qui était en train de se renseigner, de chercher des informations correspondant à ce qu'il vivait en ce moment, pour finalement ensuite lui proposer quelque chose qui est parfaitement adapté à ce qu'il est en train de vivre. On sait qu'il a ce besoin à ce moment-là. Donc, donc voilà, dans les grandes lignes, je pourrais revenir dessus un petit peu après selon les questions. Donc on a l'inbound marketing, donc le marketing entrant, faire en sorte que les clients viennent d'eux-mêmes en fait en fonction de leur rythme. Et l'outbound marketing, qui est le marketing peut-être un peu plus traditionnel, on va interrompre le consommateur dans sa vie pour lui proposer nos services. Et donc ça, c'est la génération de trafic. Et la dernière étape, c'est la conversion. Et la conversion, c'est comment faire en sorte qu'il devienne un prospect, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations, nous laisse une adresse email, nous donne ses coordonnées, etc. pour qu'on le contacte, puis un client, c'est-à-dire qu'il passe à l'acte d'achat. Et ça, cette conversion, elle va passer par différents paramètres.
Par exemple, l'UX, c'est ce qu'on appelle l'UX, le User Experience, c'est-à-dire l'expérience utilisateur d'un visiteur sur le site. Est-ce qu'il va trouver les informations facilement? Est-ce que les boutons vont être incitatifs? Est-ce qu'il aura envie de cliquer sur les boutons, de s'investir sur le site, de remplir des formulaires, etc. Ça va permettre d'améliorer la conversion de ces visiteurs en prospects puis en clients. Donc, si je résume, on définit les objectifs, on définit la cible, on structure son entonnoir de vente, son funnel, et ensuite on définit comment acquérir le trafic et comment le convertir. Ok. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu le terme de funnel. Moi, je l'ai découvert dans le livre. On parlait de tunnel de conversion à l'Ifocop comme dans toutes les entreprises, mais c'est vrai que funnel, c'est la première fois que je l'entendais. Alors, tu écris aussi dans ton ouvrage que la mesure de la performance est essentielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors tout à fait. En fait, je l'ai un petit peu dit en introduction, mais en gros, la mesure de la performance, elle est vraiment au cœur du marketing digital. C'est un des grands atouts du marketing digital. Je voulais raconter avec cette anecdote de campagne télévisée dont on ne connaissait pas vraiment le résultat il y a une quinzaine d'années. Avec le marketing digital, on va pouvoir vraiment suivre énormément d'informations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, identifier ou en tout cas euh, euh, compter le nombre de visiteurs qui visitent votre site. Vous allez pouvoir savoir sur le site ce qu'ils visitent comme page. Vous allez pouvoir savoir sur quel lien il a cliqué, quel formulaire il a complété, et vous allez pouvoir suivre ces différentes interactions, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc en fait, en recroisant toutes ces données-là, vous avez énormément d'informations sur, sur des prospects. Euh, et, et c'est vraiment ce qui rend efficace le marketing digital. C'est-à-dire que par exemple, quand vous lancez une campagne, disons, d'emailing, vous allez savoir le nombre de personnes qui a effectivement reçu votre campagne d'emailing. Bon, c'est assez basique et Mm. aujourd'hui assez fondamental, mais on connaît vraiment le nombre de personnes qui l'ont reçu. Après, on connaît le nombre, enfin, une statistique au moins des personnes qui l'ont ouvert. Ça, Mm. par exemple, c'est une première indication qui va me permettre de me dire déjà, est-ce que, par exemple, l'objet de mon mail était intéressant, suffisamment accrocheur pour que la personne l'ouvre. Si mon mail n'a pas été ouvert, c'est bon, soit que pour des questions techniques, il a été mal envoyé ou il a fini dans les spams, soit que mon objet ne correspondait pas en fait aux attentes de la personne qui l'a reçu. Euh, donc ça, c'est une première métrique, c'est ce qu'on appelle une métrique, donc une première statistique. Et ensuite, vous en avez une deuxième, par exemple, vous avez un taux de clic sur l'emailing. Donc vous savez que les gens l'ont ouvert, donc ils ont trouvé l'objet intéressant, ils se sont dit, tiens, je vais y trouver une information qui m'intéresse aujourd'hui. Mais après, vous allez voir le taux de clic, c'est-à-dire si vous les avez incités dans l'email à aller visiter votre site pour lire un article de blog, ou à remplir un formulaire pour recevoir un livre blanc, ou pour s'investir un petit peu dans cette relation commerciale avec votre entreprise, vous allez pouvoir ça le chiffrer. Et donc, vous voyez que pour chaque étape, derrière, on va voir le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire, etc. Et puis, vous descendez petit à petit dans ce funnel, cet entonnoir de conversion, et, et vous allez pouvoir mesurer vraiment à chaque étape le taux de transformation. Et ce qui est intéressant, grâce à cette mesure de la performance, c'est que on peut régler petit à petit chacun des boulons de cet entonnoir, en fait. Parce que, par exemple, si vous avez une base de clients, une base de prospects un petit peu large, vous pouvez décider d'envoyer à 1 millier de personnes l'email avec un objet, euh, voir si le taux de clic est bon, le taux d'ouverture est bon. Et puis, s'il n'est pas suffisant, changez votre objet et renvoyez à 1000 suivants pour être sûr qu'il soit ouvert pour encore plus de personnes. Et puis, si vous voyez que les gens ont cliqué pour aller sur votre site, mais qu'ils n'ont pas rempli le formulaire, vous allez peut-être pouvoir améliorer votre formulaire en le rendant plus incitatif par la couleur, par le design, par des éléments de réassurance. Par exemple, des éléments aujourd'hui, on en parle énormément de la protection des données.
quand on va sur un site et qu'on n'a pas aujourd'hui des mentions légales qui nous disent que l'email qu'on est en train de confier à l'entreprise ne va pas être utilisé par des tiers ou ne va pas être revendu, etc. Aujourd'hui, on est un peu plus décontenancé, on est un peu plus sensible à ce sujet-là. Et donc, le fait de rajouter cette mention peut rassurer les visiteurs et peut les inciter à plus compléter le formulaire. Et donc, on peut arriver à, au lieu d'avoir 5% des gens qui complètent le formulaire, arriver à 6% ou 7% des gens qui complètent le formulaire. Et donc, on peut régler comme ça la machine petit à petit. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut le faire en temps réel et avec une précision qui est vraiment à la personne près. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de très intéressant. Et en fait, cette mesure de la performance, elle nous permet d'avoir un peu l'état d'esprit qui est nécessaire au marketing digital, qu'on appelle le test and learn, donc tester et apprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le marketing digital, c'est l'utilisation d'outils qui sont changeants. Il y a de nouveaux outils tous les jours. Les réseaux sociaux changent leurs règles extrêmement régulièrement. L'algorithme de Google qui référence, par exemple, les sites, va changer des centaines de fois chaque année. Alors, il y a des mises à jour qu'on appelle des core updates, des mises à jour fondamentales qui vont avoir lieu 2 à 3 fois par an. Mais il y a des changements tous les jours de l'algorithme. Et donc, les règles changeant régulièrement, il faut sans cesse tester de nouveaux canaux, regarder le résultat, réajuster, etc. Et donc, c'est justement ces métriques qui vont me permettre de tester, d'en tirer un apprentissage et de réinvestir plus dans telle ou telle campagne qui a bien fonctionné. Et sur ces métriques, je peux en citer quelques-unes, mais je vous en ai cité quelques-unes, par exemple, sur les campagnes de mailing, les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de conversion, etc. Globalement, vous avez ensuite des métriques de clients, c'est-à-dire, par exemple, le panier moyen. Donc ça, qui est une notion de marketing classique, hein, c'est-à-dire combien en moyenne un client va-t-il dépenser au sein de votre entreprise. La fréquence, c'est-à-dire à quelle fréquence est-ce qu'il va revenir pour consommer dans votre entreprise. La durée, combien de temps en moyenne une personne reste cliente chez vous. Donc ça, c'est une notion classique. Et ensuite, on a des notions qu'on utilise un petit peu plus, notamment dans le marketing digital, qui sont le coût d'acquisition client, donc le CAC, coût d'acquisition client. C'est-à-dire que avant de lancer une campagne, il faut que vous déterminiez quelle somme vous êtes prêt à payer pour qu'un visiteur devienne un client. Et cette somme, elle est extrêmement variable d'un secteur à un autre. Si vous avez une entreprise qui vend des objets pour quelques euros, il peut pas investir énormément, cette organisation peut pas investir énormément d'argent pour, il va pouvoir mettre quelques centimes pour obtenir le client, pour faire en sorte que le prospect devienne client. En revanche, par exemple, une école dans le supérieur qui facturerait quelques milliers d'euros chaque année de scolarité, c'est que l'étudiant va, par exemple, pouvoir dépenser, je sais pas, on peut dire 15, 20 000 euros, et donc est prêt à dépenser plusieurs centaines d'euros pour obtenir ce client qui va devenir étudiant dans son école. Donc ça, c'est la notion de coût d'acquisition client. Et, et ensuite, la dernière métrique qui est très utile lorsqu'on crée une campagne de marketing digital, c'est la valeur vie client, donc qui est souvent dénommé LTV, donc Lifetime Value sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes. Et là, c'est effectivement combien va rapporter une personne une fois que vous avez réussi à la convertir en client. Et donc ça, c'est le panier moyen multiplié par la fréquence, multiplié par la durée. Donc, il dépense une certaine somme à une certaine fréquence pendant une certaine durée. Et c'est ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, un étudiant en école de commerce qui va payer, par exemple, 15 à 20 000 euros de scolarité,
euh, va, l'école va trouver pertinent de pouvoir dépenser quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros pour acquérir ce client. Alors, j'avais une question de Laetitia qui, par rapport au coût d'acquisition client, demandait quel était le pourcentage recommandé. Euh, alors, le coût d'acquisition client, c'est plus une somme qu'un pourcentage. On peut l'évoquer en pourcentage, par exemple, de sa lifetime value, donc de ce qu'il va rapporter à l'entreprise. C'est plutôt une bonne technique de calcul. Euh, il n'y a pas vraiment euh, de pourcentage type. En fait, ce qu'il faut calculer, c'est deux choses. On l'a dit, c'est la valeur vie du client, c'est-à-dire une fois que je l'ai acquis, une fois que j'ai dépensé en médias pour pouvoir toucher cette personne a complété le formulaire et ça y est, euh, elle vient de payer, là, elle a le produit dans son panier. Euh, la question, c'est combien est-ce que je suis prêt à mettre? Et donc, il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire combien elle va me rapporter. Si elle est satisfaite, combien est-ce qu'elle pourrait me rapporter en bouche à oreille, par exemple. Mais ce qu'il faut voir, c'est pas seulement un chiffre d'affaires. Par exemple, vous allez vendre un produit à 500 euros, mais si votre marge, euh, euh, par exemple, est de 50 euros, vous faites une marge de 10%, peut-être que ça peut être un bon indicateur pour votre coût d'acquisition client. C'est-à-dire que si vous, le produit, vous faites 50 euros de bénéfice en quelque sorte dessus, euh, logiquement, votre coût d'acquisition client ne doit pas vous coûter 50 euros. Il devrait vous coûter, par exemple, il peut vous coûter la moitié. Ça, c'est juste pour schématiser au départ. Mais je le disais, ça dépend d'énormément de facteurs parce que, par exemple, lorsque vous lancez une entreprise ou que vous lancez une marque au sein d'une entreprise, vous pouvez vouloir dépenser plus, faire un petit peu à perte pour pouvoir acquérir les premiers clients qui, eux, vous connaissent pas, donc vont être plus difficiles à acquérir, plus difficiles à aller chercher, plus difficiles à convaincre. Donc, ça justifie que vous dépensiez un petit peu plus. Mais donc là, pour répondre à votre question, la logique, c'est de se dire quel est le chiffre d'affaires que va me rapporter ce client? Je fais une estimation. Quel est le bénéfice que ça va me rapporter une fois que j'ai payé tout ce qui est nécessaire pour créer ce produit, pour l'envoyer, etc. Et puis là, ça vous donne déjà une première estimation de la limite qu'on ne doit pas dépasser pour acquérir ce client. Sinon, ça sera à perte. Il y avait un témoignage que tu avais mis dans ton ouvrage, c'est la société Luco, c'est ça? Oui, D'assurance, qui était très intéressant sur ça, justement. oui, tout à fait. Ils ont justement beaucoup travaillé le marketing digital. Donc, dans le livre, il y a une dizaine d'interviews de professionnels du marketing qui témoignent vraiment Mm. de techniques qu'ils ont mises en place concrètement. Et là, la personne interviewée s'appelle Constance Caillot et elle est responsable de la croissance chez Luco, qui est un assureur online qui a fait une croissance fulgurante et effectivement qui témoigne effectivement de toutes ces questions de coûts d'acquisition, de test and learn dont je parlais tout à l'heure, de comment évaluer un premier coût d'acquisition, tester différents canaux, faire monter en puissance les canaux qui fonctionnent bien pour finalement atteindre une croissance vraiment exponentielle. Ils connaissent un très gros succès aujourd'hui. Mm. Ok, alors j'ai Maëlle qui nous demande quels critères orientent le choix vers telle ou telle métrique. Euh, Tout dépend de votre objectif et de la question que vous vous posez. Ce qu'il faut, je pense que l'écueil à éviter, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, les métriques de vanité, c'est-à-dire de regarder les choses qui en fait ne vous apportent rien. Par exemple, une entreprise qui regarde son nombre de visiteurs sur le site, qu'il y a, on a 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs, 1 million de visiteurs sur le site. Euh, Finalement, ça c'est ce qu'on appelle une métrique de vanité parce que c'est sympa de se dire ça, mais derrière, est-ce qu'on a des clients? On n'en sait rien. Et voilà, le premier écueil à éviter, c'est ça. Ensuite, les métriques, peut-être que vous pouvez préciser votre question, c'est-à-dire dans quel cadre, pour quel type d'objectif. Alors, je n'ai pas encore la réponse de Maëlle, mais elle va nous la mettre dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs, hein. Je vous ai mis dans le chat le lien vers l'ouvrage et je vous mets aussi
Je vous rappelle de vous connecter à kahoot.it pour gagner l'exemplaire à la fin et je vous redonnerai tout à l'heure le code parce que je ne suis pas allée encore sur mon deuxième écran. Ok, alors Maëlle nous a-t-elle répondu? Alors, par exemple, pour une société qui démarre avec son site internet et qui a besoin de se faire connaître. Bah, là, c'est très bien parce que votre question est bien formulée et un problème bien formulé, c'est déjà une réponse, c'est déjà une solution. En fait, là, vous parlez de notoriété, voilà, qui a besoin de se faire connaître. Et donc, c'est parfait parce que quand une entreprise a besoin de se faire connaître, elle a un objectif cognitif de notoriété. Et la métrique pour la notoriété, c'est le taux de notoriété. D'accord? C'est-à-dire, si j'interroge 1000 personnes, combien me connaissent? Donc, quand on fait ça, euh, on va dire qu'une grosse entreprise qui ferait ça pourrait faire des études, c'est-à-dire qu'elle va lancer une étude avant de lancer sa campagne, en regardant son taux de notoriété, en constatant par exemple que 5% de sa cible connaît cette marque. Ils lancent ensuite la campagne et puis ils vont mesurer la même métrique 6 mois plus tard, hein, après la campagne, en disant combien de personnes connaissent notre marque. Ils vont voir, ah tiens, qu'on est passé de 5 à 8%. Donc ça c'est un exemple pour le taux de notoriété. Enfin, pour la notoriété, c'est le taux de notoriété. Après, vous pouvez avoir des choses indirectes parce que mener une étude, c'est coûteux. Quand on se lance, c'est justement qu'on n'est pas connu, c'est qu'a priori, on a un budget qui est un petit peu limité. Mais par exemple, vous pouvez partir du principe que vous pouvez regarder une matrice comme justement les visiteurs de votre site. Une personne qui a visité le site, si elle l'a visité et qu'elle est restée un certain temps, si elle est restée 5 secondes et qu'elle est partie, c'est pas forcément intéressant, mais une personne qui a visité par exemple plusieurs pages sur votre site, vous pouvez considérer que elle vous connaît, ou en tout cas elle vous a découvert. Après, est-ce que la question c'est que elle vous ait découvert, ou est-ce que c'est euh, que vous restiez à l'esprit en fait dans sa tête, qu'elle se souvienne de vous au moment de l'achat. Et si c'est ça, il faut plutôt viser que cette personne se soit engagée avec vous, c'est-à-dire que elle a interagi, elle a rempli un formulaire, ou elle ait revisité le site plusieurs fois, ou qu'elle suive l'une de vos pages d'un des réseaux sociaux, par exemple. Ça va permettre de s'approcher finalement d'un taux de notoriété. Ok, Maëlle, est-ce que ça a répondu à votre question? Alors, moi, on parle de marketing digital depuis tout à l'heure. Moi, on forme beaucoup dans nos formations au marketing tout court avant de faire du marketing digital. Et ma question, c'est finalement, est-ce qu'on peut s'exonérer de la méthode marketing traditionnelle et de se dire, je ne vais que sur le marketing digital et je n'apprends que le marketing digital. Euh, non, clairement, les deux sont très liés en fait. Bah, pour intervenir en fait sur les deux types de formation, que ce soit l'Hippocop ou ailleurs, hein, et puis même quand j'accompagne des chefs de projet marketing, la, la structure, la réflexion et la méthode restent la même. C'est-à-dire, par exemple, ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur la construction d'une campagne de marketing digital, commencer par des étapes qui sont transverses pour du marketing traditionnel et du marketing digital. Par exemple, la définition d'un objectif ou l'analyse d'un marché ou la définition d'une cible. Ça, c'est une structure qui restera la même. En revanche, effectivement, on va avoir des outils qui vont être complètement différents avec le marketing digital, mais la méthodologie reste la même fondamentalement entre un marketing traditionnel et un marketing digital. Par exemple, quand on crée une campagne sur un réseau social, par exemple sur Facebook, une campagne de publicité, Facebook va nous demander quelle est votre cible et on va définir selon des critères de segmentation. Le critère de segmentation, c'est pour ceux qui sont un petit peu moins sensibles au marketing, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va me consommer ou non? Qu'est-ce qui fait que la personne va très probablement me consommer ou ne pas me consommer? Euh, donc, par exemple, je vends des voitures pour faire quelque chose de très schématique et très simple pour commencer. Je sais qu'il y a un des critères de segmentation qui est l'âge. C'est-à-dire qu'en dessous de 18 ans, ça ne sert à rien de montrer des publicités de ma voiture à des personnes qui ont en dessous de 18 ans. C'est parce que à 99%, ils ne seront pas intéressés.
Donc, il y a plein d'exceptions, de personnes qui vont recevoir Mm. peut-être une voiture en cadeau ou qui vont faire de la conduite accompagnée et qui achètent une voiture à ce moment-là, mais c'est extrêmement rare. La question, c'est comment se comportent 99% des gens. Et donc ça, ce critère de segmentation, par exemple de l'âge, Mm. ça, c'est du marketing fondamental. C'est pas lié au marketing digital. Et ça, c'est une question que me pose Facebook en me disant, à qui est-ce que tu veux diffuser cette offre? Qui est-ce que tu penses, euh, d'après toi, qui va transformer, le plus probablement, va se transformer en client? Mm. Donc, c'est totalement, les deux sont vraiment imbriqués. Après, on a clairement des outils énormément d'outils en marketing digital de diffusion de contenu, de mesures, etc. Mais qui vont varier, mais sinon la méthodologie reste assez proche. Et puis Mm. cette philosophie quand même qui est différente, qui est la philosophie test and learn, Mm. euh, qui, qui, qui est moins on prévoit quelque chose et puis on le déroule pendant un an sans que ça Mm. bouge, et plutôt on teste, on regarde une semaine, on ajuste, etc. Mm. Mm. Ok, Delphine nous demande, enfin, te demande, quel investissement avez-vous mis au début sur le bon binôme? Environ combien de temps a-t-il fallu pour faire connaître votre offre? Avez-vous maillé avec des médias classiques? Euh, alors, c'est une question Bonne intéressante. question, Delphine. Bonne question, qui est un peu une colle là, si vous me demandez ça, parce que ça remonte un petit peu. Média classique, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a euh, quasiment pas fait. En fait, on a alterné deux choses, un travail offline très important parce qu'il s'agit d'éducation et donc il y a une grosse question de confiance et de bouche à oreille qui se fait offline de manière assez informelle. Et on a couplé ça avec effectivement des canaux d'acquisition, des canaux d'acquisition online. Pour savoir, en revanche, l'investissement, ça c'est complexe et en plus c'est vraiment propre à chaque secteur. La, je pense que la réponse, on l'a assez rapidement en fait en testant justement des canaux et en mesurant bien chaque étape du funnel, c'est-à-dire voilà, vous avez attiré des personnes, par exemple, ça vous a coûté 1000 euros d'attirer 10 000 personnes sur votre site. Il y a 10 000 personnes qui arrivent sur votre site et il y en a X% qui convertissent et X% qui deviennent clients. Et là, c'est là où vous calculez en fait, tiens, quand je mets 100 euros, je gagne deux clients. OK. Donc sur ce canal-là, je vais tester un deuxième canal. Tiens, ça me coûte non pas 100 euros, mais ça me coûte 50 euros sur ce canal. Je vais beaucoup plus appuyer sur ce canal. Et puis en tâtonnant comme ça, on arrive vers le canal euh, qui fonctionne le mieux. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'essais et ça dépend de qui vous êtes, de votre notoriété, de votre secteur et puis des dernières évolutions à la fois algorithmiques et de secteur. Ouais. Donc, c'est beaucoup de test and learn. Beaucoup de tests and learn, tout à fait. Ok. Alors, le chat est quand même pas très prolixe en questions, hein. N'hésitez pas, parce que sinon, moi, je continue à poser les miennes. Et j'en ai notamment une peut-être qui va être un peu une synthèse, c'est-à-dire que, euh, imaginons, je change d'entreprise et je suis recrutée dans une PME pour développer les ventes. Mhm. Pour toi, j'arrive dans cette entreprise, quelles analyses je fais en premier et quelles actions et quelles méthodes je dois utiliser pour atteindre l'objectif de l'entreprise? Euh, D'une façon basique et globale, hein, bien sûr, puisqu'on n'a pas le secteur d'activité, ouais. on n'a pas les différents éléments. Mais Eh voilà, bien, quels sont les premiers questionnements que toi tu te poserais? Quelles sont les premières analyses? Quels sont les premiers points que tu irais tout de suite regarder? alors premier réflexe, déjà on me dit développer les ventes. Et là, je me dis, ça, c'est pas un objectif SMART. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire développer les ventes? C'est développer les ventes de quels produits? Quand? En quelle proportion? On les a augmentés de combien l'an dernier? On veut les augmenter de combien l'année prochaine ou dans 2 ans? Donc ça, première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, on définit un objectif qui soit précis. Et ça, je vous y invite à vous tous qui êtes soit chef de projet commercial, marketing, entrepreneur, community manager, ou qui souhaitez l'être, ou vous y intéressez. C'est quand on vous demande cette chose, quand on vous propose cet objectif, c'est de le définir clairement. Et de ne pas hésiter à challenger votre N plus 1
en demandant, tiens, mais qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Est-ce que vous augmenter les ventes? Oui, on veut tous augmenter les ventes, mais dans quelle proportion, sur quelle ligne de produit, pourquoi, auprès de quelle cible, etc. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on l'a bien défini, pour répondre plus concrètement à votre question, Cécile, il y a deux choses. Un, c'est optimiser l'existant. Comme je l'ai dit, l'avantage du digital, c'est que on peut tout faire en fait en temps réel. On va modifier, resserrer un écrou là, changer le site internet, changer la présentation d'une offre, changer un prix. Ça se fait en quelques minutes et ça va déjà avoir une influence directe au quotidien. Et donc, c'est déjà d'analyser l'existant. Et dans une deuxième partie, c'est de mettre en place ce que j'ai dit, c'est-à-dire de bien redéfinir la cible et le funnel. Mais donc, pour ouvrir chacun de ces tiroirs, l'analyse de l'existant, bah, vous avez un funnel qui existe déjà, c'est-à-dire que pour acheter, ça peut être des personnes qui appellent la société, ça peut être des personnes qui euh, vont acheter sur le site internet, par exemple, et vous allez déjà voir une sorte de tunnel de vente. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des gens qui visitent le blog, par exemple, donc des articles un petit peu généralistes, des gens qui visitent des pages produits, d'accord, des pages qui décrivent vos produits, donc qui sont déjà un petit peu plus orientés vente. Ensuite, vous avez le panier d'achat, d'accord, est-ce que les gens mettent dans le panier d'achat? Et ensuite, vous avez l'acte difficile de sortir sa carte bleue et de payer. Donc là, vous avez toutes ces étapes-là, et déjà, vous pouvez observer et mesurer en vous disant, attends, c'est étonnant parce que j'ai 100 000 visiteurs et à la fin, j'ai 2 clients en fait par semaine ou par mois. Donc déjà, il y a une question, je me dis, il y a peut-être un problème de conversion. Pour donner une métrique un petit peu générale à prendre avec des pincettes, évidemment, euh, un site, ça peut convertir autour de 1%. C'est-à-dire que si vous avez 100 visiteurs, vous pouvez espérer avoir un client. Donc là, dans l'exemple que je suis en train de donner, on a 10 000 visiteurs, on n'a qu'un client. Donc là, ça pose une question. Et donc, il faut détricoter la pelote de laine et remonter le courant en disant, bah, OK, j'ai 10 000 visiteurs sur des articles un peu généralistes, mais j'en ai combien qui arrivent à mes pages produits, qui sont finalement intéressés par mes produits? Ah, tiens, j'en ai que 100. Donc, j'ai une énorme déperdition. Sur les 10 000, j'en ai 100 qui arrivent sur mes pages produits. Donc, j'ai perdu 9 900 personnes. Comment ça se fait? Bah, j'analyse. Est-ce que sur mes articles, j'invite à aller voir suffisamment mes pages produits, par exemple? Est-ce que c'est suffisamment incitatif? Peut-être que non, peut-être que c'est pas assez visible. Peut-être qu'il y a des problèmes techniques aussi, des liens qui fonctionnent pas, etc. Donc là, j'essaye, hop, d'améliorer déjà ce passage du je suis visiteur à vos produits m'intéressent. Ensuite, de visiteur à acheter. Bah, là, je visite la page produit, je la vois, mais je le mets pas dans le panier. Donc là, il y a peut-être un problème d'offre basique, c'est-à-dire mon prix n'est pas bon, mon offre correspond pas à la personne, elle est déçue, etc. Et donc, on analyse chacune des étapes comme ça, et sachant que ce qui est intéressant à connaître sur un site internet et en marketing digital, ce qui est passionnant, c'est que en fait, il y a 99% des gens qui vont pas convertir, et surtout, il y en a encore plus qui vont pas convertir immédiatement. Donc, il faut se dire qu'une personne, quand elle arrive sur votre site, c'est très peu probable, enfin, le plus probable, c'est qu'elle ne devienne pas client. Et donc, il faut être très à l'aise avec ça, et surtout se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour petit à petit les amener à être clients? Parce que nous, quand on fait du marketing, on a toujours cet espoir finalement. On crée un joli site, on a créé le parcours et on imagine que le client va suivre parfaitement le parcours qu'on lui a dessiné et se dire ah oui, c'est intéressant cet article, je vais voir les produits, j'achète, etc. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. La personne visite, elle se dit ah bah je reviendrai, elle va revenir un mois plus tard, elle va laisser son email pour télécharger un livre blanc. Et là, vous, avec son email, vous allez lui envoyer des mails régulièrement pour lui donner des informations qui l'intéressent et faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire nourrir les prospects. Petit à petit, leur donner de plus en plus d'informations pour créer une relation. Et le jour où ils ont besoin de votre produit, que ce soit assez naturel qu'ils fassent appel à vous. Donc, pour répondre à cette première partie, donc effectivement, on analyse l'existant, on regarde euh, quelles sont les étapes, où est-ce qu'on a des déperditions entre les visites et les clients, et on essaye d'améliorer petit à petit ces étapes-là. Et puis ensuite, deuxième chose, effectivement, on reprend une feuille blanche et on réimagine le funnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les étapes? Quels sont les canaux? Quels sont les leads? Quels sont les prospects? Petit à petit, leur donner de plus en plus d'informations pour créer une relation. Et le jour où ils ont besoin de votre produit, que ce soit assez naturel qu'ils fassent appel à vous. Donc, pour répondre à cette première partie, donc effectivement, on analyse l'existant, on regarde quelles sont les étapes, où est-ce qu'on a des déperditions entre les visites et les clients, et on essaye d'améliorer petit à petit ces étapes-là. Et puis ensuite, deuxième chose, effectivement, on repose
cet entonnoir de conversion en se disant, mais en fait, les personnes, je vais aller les chercher et comment est-ce qu'elles peuvent devenir clients? En se disant encore une fois qu'ils ne sont pas dans vos têtes et chacun est dans sa vie. Ils vont consulter votre site euh, entre, euh, entre deux stations de métro ou de bus, en écoutant de la musique, avec des notifications qui vont tomber, en train de parler avec un ami, etc. Et donc, qui vont pas prêter attention à ce que vous mettez et qui vont pas prêter attention à tout le contenu que vous avez mis avec justement beaucoup de soin. Et donc, il faut définir un funnel en pensant que le consommateur n'est pas le consommateur rêvé qui applique exactement ce que vous avez imaginé pour lui. Donc voilà, deux réflexes. On analyse l'existant, on optimise, et puis on remet à plat sur une feuille blanche le funnel. Par quelles étapes est-ce que cette personne doit passer pour finalement devenir cliente chez moi? Et là, j'ajouterai quand même une précision, c'est il y a deux grands distinguos à avoir entre des actions en B2B et des actions en B2C. D'accord? Si vous êtes une entreprise qui vend à d'autres entreprises, on va avoir une phase de lead nurturing beaucoup plus longue en général. C'est-à-dire que vous allez avoir des prospects qui vont vous laisser un email et vous allez pouvoir leur envoyer régulièrement des emails, les informer. Le visiteur va prendre beaucoup plus de temps pour se tenir informé, pour comprendre, pour comparer, pour faire des devis chez différentes personnes par rapport à un consommateur en B2C où en général c'est un petit peu plus rapide. Voilà. Ok, merci Arthur. Alors, on a quelques questions sur le chat. Maëlle qui nous demande si des objectifs doivent être définis dans un temps précis. Est-ce souvent annuel ou est-ce que la durée peut être très variable quand tu définis tes objectifs? Hum, alors, le temps peut être variable et puis surtout, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Euh, de très grandes entreprises vont faire des plans à 5-10 ans. Quand on est dans des jeunes entreprises comme celle que j'ai créée, on fait des plans, on a une vision qui va loin, mais on a des plans qui vont à 2-3 ans au maximum, parce qu'il y a tellement de choses qui vont varier entre-temps que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Donc, ces objectifs de développement de vente, je pense qu'il vaut mieux y aller doucement, c'est-à-dire de se dire, OK, moi, ce que je vis, c'est déjà. Enfin, il y a des objectifs intermédiaires. Ce que je veux dire, c'est que avant de gagner 100 clients, bah, il y a peut-être se dire que je vais essayer d'atteindre 1000 personnes dans ma base de données à qui je vais écrire des mails et créer une relation. Ça, c'est mon étape intermédiaire numéro un. Ensuite, je vais essayer de passer à une deuxième étape qui est, je veux que ces personnes qui sont dans ma base de données me donnent des informations sur leurs besoins dans mon secteur. Par exemple, je parle de soutien scolaire, ils vont pouvoir me donner des informations sur les difficultés qu'ont leurs enfants ou les matières qui les intéressent le plus, etc. Et pour qualifier les prospects, c'est-à-dire avoir des données sur ces prospects. Et donc, vous voyez, là, on met des objectifs et de se dire, voilà, à 6 mois, je veux, à 2-3 mois, je veux ça, à 2-3 mois, je veux ça. Et puis, à la fin, on a notre objectif final d'avoir, par exemple, 100 clients qui ont consommé chez nous. Ok. Camille nous demande, pensez-vous que le secteur du marketing classique, voire offline, a encore de l'avenir? Donc, plus Euh, spécifiquement le offline, je pense. oui, alors, oui, clairement. Moi, là-dessus, je suis assez clair, en fait. C'est que c'est complémentaire. Ce qui est certain, c'est que le marketing digital a remplacé une partie du marketing traditionnel Mm. parce que pour ceux qui cherchent du ROI, de la rentabilité, des conversions et de la mesure, le marketing digital a été vraiment une aubaine. Mais le marketing offline ou avec des médias traditionnels a encore de belles heures devant lui parce que pour prendre un exemple très concret, si vous voulez avoir augmenter la notoriété, que vous êtes une grande entreprise, avoir une publicité sur TF1 un dimanche soir devant 5 millions de personnes, ça, c'est une puissance que vous n'aurez pas ou difficilement sur Internet, en fait. Là, vous allez pouvoir avoir vraiment une vidéo qui va pouvoir faire passer des émotions avec de la musique, avec du visuel, etc., qui va pouvoir vraiment être performant, notamment sur de l'affectif. Et puis, ce qui n'est pas forcément le cas sur le marketing digital. Un exemple concret, par exemple, au cinéma, même si les salles sont peu fréquentées en ce moment, au cinéma, vous avez souvent des publicités de parfums. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un, un,
un média qui est vraiment très adapté. Vous êtes dans le noir, vous avez un énorme écran, et en fait, le parfum, ben, il vous fait pas le sentir, mais il vous fait sentir une émotion, il vous fait pénétrer dans un monde, il vous raconte une histoire, en fait. Et il n'y a rien de mieux qu'un grand écran avec une super acoustique pour rentrer et suivre cette émotion. Pareil pour la joaillerie ou d'autres secteurs. Mm. Et, euh, et ça, en fait, ça restera toujours. Et après, sur le purement offline, oui, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer par exemple, je sais pas, un restaurant qui ouvre dans un quartier. Rien de mieux qu'une opération de flyer dans les entreprises qui sont aux alentours. S'ils cherchent sur Facebook ou sur LinkedIn Mm. ou sur Internet à être connus des boîtes qui sont dans les 500 mètres autour de ce restaurant, ça sera bien moins efficace que finalement une opération de tractage tout autour avec invitation à tester le restaurant en question. Donc je pense que ça restera complémentaire, même si le marketing digital prend une bonne partie du marketing traditionnel. Merci Arthur. Alors, on va prendre la dernière question de Sarah et après, on va passer au quiz parce qu'il est déjà 18h55. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui vient de lancer sa boutique de vêtements en ligne? Donc là, il y a un petit conseil individuel, je pense. Alors il faudrait alors je demande juste un tout petit peu plus de détails, comme ça je vais pouvoir faire une petite parenthèse. Donc juste me dire, c'est-à-dire qu'il va se lancer, quel est l'objectif? C'est-à-dire quel conseil je peux donner, pourquoi pour Alors, on va laisser Sarah nous répondre sur le ouais. chat et pendant ce temps-là, je vous remets les informations pour aller sur Kahoot et je vous donne le code PIN à renseigner. Alors déjà, merci de répondre à ma question. Alors c'est particulier, c'est pas en France, c'est plutôt en Algérie. Mhm. Donc en fait, on est en train d'effectuer une étude de marché, de voir ce qui serait le plus adapté. Je suis algérienne de base, donc je connais assez bien le marché algérien et j'ai même fait mes études là-bas. Et on voudrait créer une boutique, parce qu'en fait en Algérie, on a beaucoup de... C'est un vrai problème là-bas. Par exemple, les nouvelles collections, elles arrivent vraiment 2 ans après. Il est assez difficile il est assez difficile de se procurer beaucoup de marques qui sont très peu présentes sur le territoire. Et donc, en fait, on voulait créer une boutique en ligne avec... ce serait plutôt une sorte de boutique... comment on appelle? Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Portail, où il y aurait plusieurs marques, où on serait en collaboration avec des marques très différentes. En fait, on ne sait pas exactement comment s'y prendre pour l'instant. On est vraiment... Alors dans ces cas-là, parce que je pense que c'est un petit peu spécifique. Voilà, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un petit message et puis c'est une invitation pour tous, hein. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, hein. Vous l'avez certainement vu dans le post de l'IFOCOP. Et puis je pourrais prendre le temps vraiment avec plaisir de répondre aux besoins un petit peu plus spécifiques et puis vous aider peut-être à cadrer les enjeux que vous avez devant vous. Donc Merci. n'hésitez vraiment pas, c'est un plaisir de le faire pour moi. Donc voilà. Merci. Et, je précise. Quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure qui sera peut-être utile. Donc j'ai distingué deux parties de marketing, donc l'inbound marketing et l'outbound marketing. Dans l'inbound marketing, je vous ai parlé par exemple des publicités sur Internet et des publicités. Vous avez des publicités par exemple qui apparaissent sur les moteurs de recherche. Vous l'avez déjà remarqué, vous cherchez une paire de baskets, puis les premiers résultats sont des publicités. C'est ce qu'on appelle donc du SIA, du Search Engine Advertisement, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Donc ça s'écrit SEA, c'est Le référencement payant. voilà, le référencement payant, exactement. Voilà. Très bien. Merci infiniment, Arthur, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir partagé ton puits de savoir, vraiment. Je pense que, enfin, j'espère que ça vous a passionné autant qu'à moi, mais c'est vrai que c'est parfois un peu technique et je pense que si vous avez la possibilité d'acheter effectivement cet ouvrage, il est extrêmement clair et comme l'était d'ailleurs le premier sur lequel tu présentais ce qu'était le marketing et les outils du marketing Tout à fait, les classique. fondamentaux. Voilà. Ouais. Voilà, je vois que les personnes commencent à se connecter. Alors, je vais partager mon écran sur Kahoot. Donc, juste une petite chose, c'est que à l'issue, le gagnant de ce quiz ou la gagnante, bien sûr, je vous invite à rester en ligne ou à me mettre dans le chat, on regardera ensemble
votre adresse pour qu'Arthur puisse, bien sûr adresse en mode privé, hein, pour qu'Arthur puisse vous envoyer l'ouvrage dédicacé. Alors, on va se laisser encore quelques petites secondes. Il y a 28 participants déjà qui se sont connectés. Alors, excusez-moi. Je regarde en même temps le chat. Excusez-moi. Oui. Quand on va sur Kahoot, il y a e-learning. Alors, non, il faut que vous alliez sur kahoot.it. C'est une application en ligne. C'est vraiment, vous tapez kahoot.it. Oui, je suis dessus. Si vous êtes que sur IT, vous tombez sur cette page-là. Je peux vous mettre le lien si vous voulez dans le chat. Non, je ne tombe pas sur cette page-là. Avec le QR code, ça marche bien aussi. Hein, ou avec le QR code. Alors, le QR code, je connais moins, mais je vous montre. Hop, voilà, je vous ai posté le lien direct sur le chat. Voilà, on attend encore quelques secondes. Et 5 questions. Préparez vos doigts pour jouer sur votre smartphone. On attend qu'on monte à 40 peut-être, et puis après, on... Voilà, Sarah, Bibo. Allez, les 2 derniers, et je lance. C'est bon pour tout le monde? 39. Tatin. Qui va être le 40e? Ah, Erika, problème de batterie, je pense que là, ça va être compliqué. Allez, c'est parti, on démarre. Le marketing digital. Quel est le nom du marketing qui consiste à laisser les prospects prendre d'eux-mêmes contact avec vous? Donc, il faut cliquer sur la couleur. On en a parlé. Je l'ai même écrit dans le chat. Je te laisse commenter, Arthur, peut-être les réponses. Oui, donc je vois que le message est bien passé. C'est du inbound marketing, marketing entrant, par opposition à l'outbound marketing où on va interrompre les personnes dans leur vie. Marketing digital, je commande pas, c'est plus général, et le marketing social, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Alors, donc, Laetitia est en tête sur le podium. Question suivante. Comment s'appellent les publicités présentes sur la page des résultats d'un moteur de recherche? On vient juste d'en parler, Subtilement. subtilement. Voilà, les gens ont déjà tous répondu, mais je suis obligée de laisser passer le temps. Très bien. Donc, effectivement, SEA, Search Engine Advertisement. Au-dessus, on a le SEO, Search Engine Optimization. C'est un peu différent, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel. C'est comment est-ce qu'on fait pour que un site remonte, entre guillemets, naturellement, même si c'est pas très naturel, dans les moteurs de recherche, en dehors de la publicité. Mm. Les deux autres, on l'a évoqué. Lead nurturing, c'est nourrir les prospects. Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation qui petit à petit va les amener à consommer dans votre organisation. Et le lead scoring, c'est lié. C'est des notations qu'on donne au prospect en fonction de sa maturité. Est-ce qu'il est prêt à acheter? Est-ce qu'il est prêt à l'acte d'achat? Ou est-ce qu'il est plutôt en phase de découverte tout au début de son processus d'achat? C'est Nicolas qui repasse en tête. Ouh là là, suspense. Vrai ou faux? Le coût d'acquisition client est le prix que paye un client pour obtenir un produit ou un service.
Alors, c'est toujours un peu dur ce quiz, enfin ce quiz Kahoot parce qu'il faut aller vite et des fois on se trompe de couleur. Donc, effectivement, c'est faux. Le coût d'acquisition client, on en a parlé tout à l'heure, c'est le coût qu'une entreprise ou une organisation est prête à payer pour qu'une personne devienne cliente de cette entreprise. Question suivante. Nicolas maintient sa place de leader. On y va. Qu'est-ce que l'UX? Tu as donné toutes les réponses, c'est pas drôle, Arthur. Ah, zut, c'est mon côté pédagogue. C'est ça. Donc effectivement, expérience utilisateur, très important pour la conversion. Qu'est-ce que vit la personne sur votre site internet, sur votre réseau social? Comment est-ce qu'elle voit les choses? L'interface utilisateur, c'est quelque chose qui est lié, mais qui est une notion un petit peu plus subtile que j'aurais pas le temps de développer. Euh, une technique de référencement, c'est pas du tout le cas. Et Mark Zuckerberg n'a lancé Ouais. que le métaverse. Donc voilà, c'est à ça. Ah, Flo passe en tête. Allez les filles. Fidéliser un client plutôt qu'en chercher un nouveau, ça coûte la même chose, environ 2 fois moins cher, environ 5 fois moins cher, environ 5 fois plus cher. Parfait. Effectivement, fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher. C'est vraiment une remarque, Mm. une statistique à prendre en compte. Parce que parfois, face à, par exemple, un client mécontent, une organisation peut rechigner à faire un geste commercial. Mais si acquérir un nouveau client, ça lui coûte 100 euros, elle pourrait juste pour 50 euros garder ce client. Donc, à la fin Mm. de l'équation, il vaut mieux fidéliser les clients, enfin, dans la majorité des cas. Donc, voilà, c'est effectivement 5 fois moins cher de fidéliser, en moyenne, évidemment. Voilà, les statistiques générales. Donc le podium, en troisième position Maël, bravo Maël. En deuxième position Nicolas, bravo Nicolas. Et en première position Flo, Florence, Florent. Et Lily et Fanny, bravo, bravo à tous pour votre participation, bravo pour votre présence, merci beaucoup. Merci à toi Arthur d'être venu partager avec nous sur le marketing digital, c'est très intéressant. Flo, vous restez en ligne et puis sinon je vous souhaite à tous une très belle soirée et, et une très belle année 2022. On se la souhaite meilleure que 2021 et en tout cas plus moins contrainte on va dire. À très bientôt. Au revoir et Merci. merci pour vos messages. Alors. Bah, merci beaucoup, hein. Avec plaisir. Merci Arthur. Merci Sophie. Merci, au revoir. Alors, donc Flo, attendez, je vais retrouver. Vous devez avoir normalement mon adresse email. Ah, vous êtes un garçon? Oui, Oh là là, vous oui. voyez un peu les. En fait, je me suis, Ah, je me suis inscrit, vraiment Ah, désolée. Allô les préjugé. filles? Ouais, c'est bon. je me suis inscrit au dernier moment, mais ouais, j'ai mis Flo par D'accord. rapidité. Ok. Eh ben Florent, parfait. Et vous me mettez dans le chat Vous savez, quand vous êtes dans le chat, vous pouvez Ouais, m'envoyer. Vous mettez envoyer à Cécile Mousset et pas à tout le monde, évidemment. Et vous oui. me mettez votre adresse, comme ça je la récupère. Ok. Tac. Bah, très content en tout cas. Ça va me permettre de. Ah, vous allez voir, c'est très intéressant et c'est bourré d'informations Ouais, c'était très clair en tout cas. Merci. utiles. Qui êtes-vous, Florent, alors? En fait, je suis commercial chez Nespresso.
Ok. Et je souhaiterais du coup me réorienter vers un projet davantage tourné vers l'entrepreneuriat, donc vers le e-commerce notamment. Donc je suis en train de regarder des formations et notamment la formation Infocop, chef de projet e-commerce. Ah oui, très bien. Donc malheureusement pour mars, ça va être un peu juste parce que j'essaye de le faire financer par un plan de transition professionnelle, étant donné que je suis salarié et j'ai une vie de famille. Je peux pas, voilà, c'est une reconversion en fait. Oui, il doit y avoir une rentrée en juin, je crois, en formule compacte, non? Eh ben, j'ai pas pour l'instant eu d'informations de la part de Infocop, Villeneuve d'Ascq, qui n'ont pas encore la date de rentrée. Ah ouais, non, Mais en tout cas, j'ai prévu d'aller les voir en physique prochainement. D'accord, ok. Alors, par contre, Florence, c'est votre adresse mail qu'il faudrait me mettre. Votre adresse personnelle physique, parce qu'on va Pardon. vous envoyer l'ouvrage, en fait. D'accord. C'est pas un ouvrage numérique qu'on vous envoie. Excusez-moi, ok. C'est du papier, c'est pas du digital. Ouais. Ouais. Parce que c'est bien le papier, on peut mettre plein de notes, on peut le regarder à nouveau. Exactement. Sur les livres numériques, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même utilisation. Ah, super. Et je vous mets mon nom de famille également. Oui, je vais noter tout ça. Et Arthur, je serais enchanté de rejoindre voilà, votre réseau pour pouvoir m'abonner. Je consulte pas mal LinkedIn. Eh ben, avec plaisir. Donc voilà, encore merci. Et puis Sophie, merci d'avoir organisé tout ça. Merci à vous. Moi, c'est Cécile, par contre. Mais Cécile, pardon. Je me suis bien trompée sur votre prénom, alors. Non, désolé. Ouais. Ouais, on a égalité. Non, excusez-moi, Cécile. Pas de problème. Je suis À sur bientôt, un petit peut-être. écran de téléphone. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Merci, passez une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors. Eh ben, écoute, je vais me déconnecter. Bonne soirée, Arthur. Bonne soirée, Cécile. Bonne soirée Merci. à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Je vais mettre fin à la réunion, donc je pense que je vais tous vous déconnecter. Entendu.